J'ai passé 4 ans à rénover la maison en ruine héritée de mes grands-parents. Mes parents ont tenté de me la prendre par voie légale. J'ai dû me défendre en justice et la situation s'est retournée contre eux, avec de lourdes conséquences. Je m'appelle Mathis, j'ai 28 ans. J'ai besoin de vous donner un peu de contexte car un tel niveau d'effronterie ne surgit pas du jour au lendemain. Ma famille a des racines italiennes. Mes grands-parents, Lucien et Hélène, sont arrivés en France en 1962, avec rien de plus que quelques valises et une pure obstination. Ils ont acheté une vieille demeure bourgeoise du 19e siècle à Vienne, dans l'Isère, et ont passé 40 ans à investir tout ce qu'ils avaient dans cet endroit. C'était une maison de 4 chambres avec une véranda qui entourait toute la structure et des balustrades sculptées à la main que grand-père avait faites lui-même. Cet homme était capable de tout réparer. Grand-mère entretenait un potager dans l'arrière-cour qui nourrissait la moitié du quartier. Ils ont élevé mon père dans cette maison, l'ont vu grandir, s'éloigner et cesser peu à peu de leur rendre visite. Et à la fin, ils ont vieilli là ensemble pendant que tous les autres les oubliaient. Lorsqu'ils sont morts à 6 mois d'intervalle, parce que grand-mère refusait de vivre sans grand-père, l'héritage a été réparti selon leur testament par le notaire. Ma sœur Clara a reçu 90 000 € en espèces de la police d'assurance vie. Moi, j'ai reçu la maison. Tout le monde a agi comme si Clara avait gagné à la loterie. Et le fait est que la maison se détériorait depuis 15 ans. Grand-père était déjà trop vieux pour l'entretenir. Et mon père, Benoît, ne prenait même pas la peine de conduire 30 minutes pour aider ses propres parents. Il était trop occupé à gérer son agence d'assurance dans la région de Vienne et déterminé à afficher un statut qu'il n'avait pas, au lieu de reconnaître qu'il venait d'immigrer qui s'étaient cassé le dos toute leur vie. Au moment où j'en ai hérité, la maison était pratiquement inhabitable. J'y suis entré pour la première fois quand toute l'histoire de l'héritage était terminée et j'ai failli passer à travers le sol de la cuisine. Il y avait de la moisissure noire dans chaque salle de bain, si épaisse qu'on aurait dit du velours collé au mur. Une fissure parcourait les fondations d'un bout à l'autre. On pouvait y passer le poing sans problème. Et le câblage, qui datait des années 70 selon l'inspecteur, était déjà si détérioré qu'il pouvait provoquer un incendie dans tout le pâté de maison à tout moment. Les écureuils s'étaient pratiquement approprié le grenier. La véranda arrière s'était complètement effondrée. Ce n'était plus qu'un tas de bois pourri et de rouille. Le toit fuyait de partout. La mairie avait déjà envoyé des avis disant qu'ils allaient la démolir si personne ne la réparait. Lors de l'évaluation de l'héritage, la maison a été estimée à environ 70 000 € et la majeure partie de ce montant ne concernait que le terrain. La structure en elle-même ne valait rien. En fait, il faudrait payer une fortune rien que pour la démolir en toute sécurité. Clara a pris son argent liquide et a éclaté de rire en rejetant la tête en arrière. Amuse-toi bien avec ton manoir hanté, Mathis. Moi, je vais directement chez le concessionnaire Audi. Ma mère lui a tapoté le bras. Tu as fait le bon choix, chérie. Mon père m'a juste regardé, a secoué la tête et a dit, tu aurais dû demander l'argent en espèces. Maintenant, tu te retrouves avec ce problème sans fin. Je n'ai pas répondu. J'ai seulement regardé les papiers de la maison entre mes mains et j'ai pensé au visage de grand-père la dernière fois que je l'ai vu, à la façon dont il m'a attrapé le poignet et m'a dit, tu es le seul, Mathis, le seul qui comprend. Aucun d'eux n'a compris. Il pensait que grand-père m'avait laissé la pire part, qu'à la fin il n'avait plus toute sa tête et s'était trompé. Mais non, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il m'a laissé cette maison parce que j'étais le seul à m'en soucier vraiment. J'étais le garçon qui s'asseyait sur sa véranda à 12 ans pour apprendre à travailler le bois pendant qu'il racontait des histoires du vieux continent. J'étais l'adolescent qui descendait de Lyon un week-end sur 2 pour tondre sa pelouse et vérifier la chaudière. Et j'ai été l'adulte qui prenait des jours de congé pour nettoyer les gouttières pendant que ma sœur postait des selfies depuis la plage de Saint-Tropez. Clara n'est même pas allée à ses funérailles. Elle était à Bordeaux pour un enterrement de vie de jeune fille et a dit qu'elle n'avait pas pu trouver de train de retour. C'était un mensonge. J'ai vérifié. Il y avait environ 12 trains ce jour-là. Elle ne voulait tout simplement pas gâcher son week-end. Donc, quand grand-père m'a laissé ce désastre au lieu de l'argent facile, il m'envoyait un message. Il me faisait confiance pour réparer ce que mon père avait laissé tomber. J'ai annulé ma location à Lyon et j'ai emménagé dans une tente dans l'arrière-cour, car la maison n'était pas sûre pour y vivre, et je me suis mis au travail. Ça a été comme ça pendant 4 ans, tous les week-ends, tous les jours de congé, et tout ce que je gagnais en tant qu'ingénieur en structure dans un cabinet à Lyon allait directement dans la maison.
J'ai appris la plomberie avec des vidéos sur Internet. J'ai appris l'électricité avec des livres de la bibliothèque. J'ai vécu de pâtes instantanées et de sandwichs au beurre de cacahuètes pendant que j'économisais pour réparer les fondations, ce qui m'a coûté 29 000 €. De l'argent que je n'avais pas. J'ai dû contracter un prêt sur mon plan d'épargne retraite et m'endetter pour pouvoir le payer. J'ai aussi vendu ma voiture et en ai acheté une vieille de 15 ans qui consommait de l'huile, mais qui au moins fonctionnait. Où était ma famille pendant tout ce temps? En train de me dire que j'étais un idiot. Mon père disait que je devrais vendre ce taudis à un promoteur pour ce qu'ils offriraient et assumer les pertes. Ma mère disait que je gâchais ma vie pour un tas de vieux bois. Clara ne disait rien du tout car elle ne m'avait pas parlé directement depuis 2 ans. Elle communiquait par l'intermédiaire de mes parents, comme si j'étais un pays étranger nécessitant des interprètes. Faisons un saut dans le présent. Un jour, j'ai reçu l'évaluation de la maison par la poste, 445 000 €. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je ne me trompais pas. Ensuite, j'ai marché dans la maison que j'avais reconstruite de mes propres mains, parcourant chaque pièce, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Les parquets d'origine, que j'avais passé des semaines à poncer et à restaurer, brillaient maintenant de cette teinte dorée. La baignoire ancienne que j'avais sauvée de la maison elle-même, juste avant de jeter ce qui ne servait plus, et sur laquelle j'avais passé 3 week-ends entiers à travailler, était comme neuve. J'avais fabriqué les placards de la cuisine moi-même car les entrepreneurs me demandaient 16 000 € et plus, chose que je ne pouvais tout simplement pas payer. La véranda était identique à l'original parce que j'avais trouvé les plans de grand-père dans une boîte abîmée au grenier et je les avais suivis étape par étape. Tout ce qu'il y avait là représentait des heures de travail. Un vrai sacrifice. La maison était incroyable. Elle était à moi et j'en avais mérité chaque centimètre, mais ce que je n'attendais pas, c'était ce que ma famille allait faire ce vendredi-là. Je suis arrivé dans l'allée de ma maison après le travail et j'ai trouvé la berline noire de mon père garée à ma place. Pas dans la rue, à ma place, juste devant les marches de la véranda, comme s'il était le propriétaire. La BMW de ma mère était derrière. La Mercedes blanche de Clara était sur la pelouse. Ils étaient déjà à l'intérieur. J'avais donné à ma mère le code de la serrure intelligente 8 mois plus tôt, quand je m'étais fait opérer de l'épaule et que j'avais besoin que quelqu'un surveille la maison pendant ma convalescence. Je lui avais demandé d'arroser les plantes. Elle l'a fait une fois. Elle s'est plainte que c'était trop loin et a cessé de venir, mais je n'ai jamais effacé le code de son téléphone. Bien sûr que non. Je suis entré chez moi et je les ai trouvés installés comme s'ils allaient me faire passer un entretien. Mon père était assis en bout de ma table à manger, ma mère sur la chaise la plus proche de lui avec cette expression d'inquiétude blessée tout aussi répétée. Clara était affalée sur mon canapé avec ses baskets de marque sur les coussins, faisant défiler l'écran de son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Elle n'a pas reconnu mon existence, elle a juste continué à glisser sur l'écran avec ses ongles en acrylique. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Mon père est allé droit au but. Il a commencé à parler de responsabilité familiale, de la façon dont les grands-parents auraient voulu que l'héritage soit divisé à parts égales, de la façon dont il était moralement incorrect qu'un petit-fils prospère pendant qu'un autre souffrait. Il a dit qu'il avait fait des recherches sur les prêts garantis par une hypothèque et que la maison pouvait facilement supporter un retrait de 180 000 € aux taux actuels. Il a dit que je devais contracter le prêt, donner 90 000 € à Clara et garder le reste en guise de compensation pour mon travail. Il a ajouté qu'il s'était même déjà renseigné auprès d'un agent de crédit de sa banque et que les papiers pourraient être prêts en quelques semaines. Il le disait comme s'il présentait une proposition commerciale, comme si nous négocions un contrat, comme s'il ne venait pas d'entrer chez moi sans invitation pour me dire quoi faire de ma propre propriété. Et si je dis non? Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas une négociation, Mathis. C'est ma maison, j'en suis le propriétaire, je l'ai reconstruite de mes propres mains, lui ai-je répondu. Tu l'as reconstruite avec l'argent de la famille. C'est une propriété familiale. Tu nous le dois. À ce moment-là, je n'en pouvais plus. Tout ce que je gardais en moi a explosé d'un coup. De quoi parlez-vous? Leur ai-je lâché. L'héritage a déjà été réparti. Chacun a reçu ce qui lui revenait. Je les ai regardés un par un sans baisser la voix. C'est moi qui me suis retrouvé avec cette maison en morceaux, qui ai passé des années à la réparer, en y mettant du temps, des efforts et de l'argent que je n'avais même pas. Et maintenant, il s'avère que je dois m'endetter pour donner plus d'argent à ma sœur.
J'ai secoué la tête. Ça n'a aucun sens. Cette maison est à moi, je l'ai gagnée. Je ne vous dois rien. Je l'ai dit sans détour. Sortez. Je ne veux pas de vous ici. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère est restée figée. Clara a levé les yeux de son téléphone pour la première fois. Qui est censé souffrir ici? Ai-je dit plus calmement, mais fermement, parce que de mon point de vue, celui qui a passé des mois à manger des pâtes pour pouvoir réparer les fondations, c'est moi. Celui qui s'est endetté et qui paie encore, c'est moi. Clara a soufflé. Elle a dit que j'exagérais, que tout ça avait été ma décision, que personne ne m'avait obligé à vivre comme ça pour une vieille maison, que j'aurais pu vendre cet endroit dès le début, comme papa l'avait dit, et partager l'argent avec elle comme le ferait un frère normal. Je l'ai regardé. Et toi, qu'as-tu fait de tes 90 000 euros? Elle a dit que ça n'avait rien à voir. Bien sûr que si, lui ai-je répondu. Tu as tout dépensé en moins de 2 ans. Je n'ai pas haussé la voix. Ce n'était pas la peine. L'Audi que tu as accidenté au bout de 8 mois, la Mercedes que tu as achetée ensuite, l'appartement à Lyon, les voyages, les affaires de marque que tu postais sur les réseaux. Elle est restée silencieuse. C'était ta décision, lui ai-je dit. Ma mère a commencé à pleurer, de ces pleurs exagérés qu'elle utilisait toujours quand elle voulait faire plier quelqu'un. Elle a dit que Clara était noyée sous les dettes, que moi, en tant que frère aîné, je devais l'aider, que c'était ce que les grands-parents auraient voulu. J'ai secoué la tête. Arrête d'utiliser les grands-parents pour me faire culpabiliser. S'ils avaient voulu qu'elle ait la maison, ils la lui auraient laissée. Ils ne l'ont pas fait. Mon père s'est levé. Mon père avait toujours été comme ça, grand, dominateur, habitué à ce que les gens baissent la tête. 30 ans à diriger son entreprise à coups de pression, en espérant que ça marche pareil avec moi. Tu vas contracter ce prêt, a-t-il dit, et tu vas donner à ta sœur ce qui lui revient, comme si c'était déjà décidé. J'ai ri. Tu délires. Pardon, tu m'as entendu? Sors de chez moi avant que j'appelle la gendarmerie. Il s'est approché jusqu'à se retrouver à quelques centimètres de moi. Tu es un ingrat. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois aussi arrogant. Nous sommes restés ainsi un long moment, lui mesurant jusqu'où aller, moi sans bouger. Ma mère l'a pris par le bras et lui a chuchoté quelque chose. La tension s'est brisée. En sortant, il m'a qualifié de décevant, d'égoïste. Il a dit que mes grands-parents auraient honte. Grand-père m'a laissé cette maison précisément pour qu'elle ne finisse pas entre vos mains, lui ai-je répondu. Le sang lui est monté au visage. Il s'est de nouveau crispé, mais cette fois il n'a pas avancé. Il m'a seulement pointé du doigt, ce n'est pas fini. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Ils sont partis. Clara m'a bousculé en passant, comme si nous étions encore à l'école. J'ai fermé la porte et la première chose que j'ai faite a été de changer le code de la serrure. Ensuite, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai bu 3 verres d'eau. Je ne bois pas d'alcool et j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas par peur, mais parce que je pensais à ce qui allait arriver. Je connaissais mon père, il ne proférait pas de menaces qu'il n'était pas prêt à mettre à exécution. Je savais qu'il n'allait pas rester les bras croisés. Tôt ou tard, il allait avancer ses pions et quand il le ferait, ce serait sérieux. Quoi qu'il arrive, je devais être prêt. Et ça n'a pas tardé. La lettre de l'avocat est arrivée 4 jours plus tard. Ils l'ont envoyée par courrier recommandé, de ceux qu'il faut signer à la réception. L'enveloppe était épaisse et paraissait chère, ce qui m'a clairement indiqué que mon père investissait déjà de l'argent sérieux là-dedans. La lettre m'accusait de fraude. Elle affirmait que j'avais manipulé toute l'affaire de l'héritage pour que la maison paraisse valoir moins cher et ainsi la garder à mon avantage. Elle affirmait également qu'il existait un soi-disant accord verbal stipulant que j'allais partager la valeur de la maison avec ma sœur une fois les rénovations terminées. Elle exigeait que je reconnaisse une indivision qui donnerait à Clara une part de 50% de mon domicile. Si je n'acceptais pas, ils allaient me poursuivre en justice et mettre une sorte de blocage légal sur la propriété qui m'empêcherait de la vendre, de la refinancer ou d'en faire quoi que ce soit jusqu'à ce que tout soit résolu, et cela pourrait prendre des années. J'ai lu la lettre 2 fois. Ensuite, j'ai appelé la seule personne dont je savais qu'elle comprendrait à quel point toute cette situation était absurde. Quentin était mon meilleur ami depuis la dernière année de lycée. Nous étions allés ensemble à l'université en région lyonnaise.
Nous avions passé des nuits blanches à étudier et nous nous étions aidés à déménager plus de fois que l'un ou l'autre ne saurait compter. Maintenant, il était avocat, travaillait sur des contrats et avait récemment quitté son cabinet pour ouvrir sa propre agence à Vienne. Il ne s'occupait pas d'affaires immobilières, mais il connaissait des gens qui le faisaient. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant du centre. Je lui ai tout raconté, l'héritage, la maison, les rénovations, la façon dont ils avaient débarqué ce jour-là et la lettre. Il l'a lue et l'a posée sur la table. Il m'a dit que ce qu'ils essayaient de faire n'avait aucun fondement. Pour demander une telle chose, il devrait prouver qu'il existait un accord, même verbal, stipulant que je conserverais la maison aussi pour ma sœur. Et ça n'était jamais arrivé. En fait, j'avais des messages datant d'il y a 3 ans où Clara me disait de profiter de mon taudis parce qu'elle était heureuse avec l'argent qu'elle avait reçu. Le testament était clair, toute l'affaire de l'héritage était déjà close. L'évaluation avait été faite par une entreprise indépendante, pas par quelqu'un de la famille. Sur le papier, le cas était simple. Je devrais le gagner sans problème. Mais Quentin m'a aussi mis en garde. Quand la famille s'implique dans des procès, les choses changent, elles deviennent personnelles, émotionnelles et difficiles. Parfois, les juges essaient de partager pour que personne ne soit totalement perdant. Et si mon père était prêt à dépenser de l'argent en avocat, il pouvait faire traîner ça pendant 3 ou 4 ans. Même en gagnant. Et tout indiquait que ce serait le cas. Je pourrais finir par dépenser 45 000 € ou plus rien qu'en frais d'avocat. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a dit que j'avais besoin de quelqu'un de plus agressif que lui pour gérer ça. Il connaissait une avocate en droit immobilier nommée Laure, célèbre pour ne rien laisser passer. Elle n'acceptait pas les affaires qu'elle ne pouvait pas gagner, et celles qu'elle prenait, elle les gagnait. Si ma famille voulait se battre, elle était exactement la personne dont j'avais besoin à mes côtés. J'ai appelé son bureau le lendemain matin. Laure travaillait dans une ancienne maison rénovée au centre de Vienne. Elle devait avoir la cinquantaine et avait ce regard qui vous faisait vous demander si vous aviez fait quelque chose de mal. J'ai apporté tout le testament, les papiers de succession, 3 classeurs contenant des reçus de rénovation triés par date et par type, des photos d'avant et d'après, des messages, des courriels, tout ce que j'avais accumulé en 4 ans de travail sur cette maison. Elle a passé près d'1 heure et demie à tout examiner, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand elle a fini, elle a levé les yeux et m'a posé une seule question. Qui a été chargé de répartir l'héritage de tes grands-parents? Mon père, lui ai-je dit. Elle a souri. Et il a signé l'évaluation originale, celle qui disait que la maison valait 70 000 €? Oui, ai-je répondu. Parfait. Elle s'est adossée à sa chaise. Ton père vient de se mettre dans de beaux draps. Il a lui-même signé que cette valeur était correcte et maintenant il dit que c'était une fraude. Sais-tu ce que cela signifie? Qu'il s'attire des ennuis tout seul? Exactement. Il coule de lui-même. La question est, veux-tu le pousser plus loin ou le laisser s'en sortir? Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Poussons jusqu'au bout. Ensuite, elle m'a expliqué quelque chose de simple. Mon père avait officiellement signé que tout avait été fait dans les règles lors du partage de l'héritage. Il avait donné sa parole que tout était juste. S'il affirmait maintenant que l'évaluation était fausse, il ne pouvait se passer que 2 choses. Soit il savait que c'était faux dès le début et l'avait quand même approuvé, soit il n'avait pas fait son travail correctement lorsqu'il devait le superviser. Dans les 2 cas, le problème venait de lui. Si nous mettions suffisamment la pression, sa propre plainte pouvait se retourner contre lui, et même lui causer des problèmes juridiques plus graves. Je lui ai demandé ce que nous devions faire. Elle a répondu sans hésiter. Nous allions contre-attaquer et leur faire regretter d'avoir mis tout cela par écrit. En moins d'1 semaine, elle a déposé une requête demandant au tribunal de déclarer officiellement que la maison m'appartenait exclusivement. De plus, elle a envoyé une lettre de 11 pages à l'avocat de ma famille, qui détruisait essentiellement leur dossier d'un point de vue juridique. Dans cette lettre, elle expliquait en détail que s'ils insistaient pour poursuivre le procès, mon père pourrait faire face à des conséquences juridiques graves, y compris une responsabilité pour fraude dans la succession. En d'autres termes, continuer à faire pression non seulement ne fonctionnerait pas pour eux, mais cela pourrait se retourner contre eux. Le message était clair. La meilleure chose qu'ils pouvaient faire était de s'arrêter et de reconsidérer s'ils voulaient vraiment continuer sur cette voie. Après cela, ce fut le silence complet pendant environ 10 jours. Pendant ce temps, j'ai décidé de me préparer.
j'ai installé un système de caméras de sécurité autour de la propriété, 4 caméras avec vision nocturne et détection de mouvement, toutes connectées au nuage pour sauvegarder les enregistrements. J'avais le pressentiment que j'allais en avoir besoin, et je ne me suis pas trompé. Pierre était un ancien militaire à la retraite qui vivait dans la maison bleue de style pavillon à 2 portes de la mienne, avec sa femme Madeleine. Nous étions devenus amis au cours de l'année écoulée. Je l'avais aidé à trouver des pièces détachées pour restaurer sa vieille Citroën et il m'avait donné un coup de main pour poser des cloisons sèches quand je m'étais blessé à l'épaule. Il avait 63 ans et un physique imposant, solide comme un roc. Madeleine, en revanche, était tout le contraire, gentille, chaleureuse, elle apparaissait toujours avec une tarte aux pommes tout juste sortie du four. C'était le genre de voisine qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde. C'est Pierre qui m'a appelé au travail un mercredi après-midi. Il m'a dit qu'il y avait un camion de déménagement garé dans mon allée, que 2 hommes en tenue de travail sortaient des meubles de ma maison et que mon père était sur la véranda en train de tout superviser. Je n'ai pas hésité. J'ai dit à mon responsable que j'avais une urgence familiale et je suis parti immédiatement. J'ai conduit pour rentrer chez moi bien au-dessus de la limitation de vitesse. Quand je suis arrivé, j'ai vu exactement ce que Pierre m'avait décrit. Un camion de location dans l'allée, 2 hommes en salopette grise descendant mon canapé par les marches de la véranda et mon père debout à la porte avec un porte-bloc à la main, cochant des choses sur une liste comme s'il organisait un déménagement ordinaire. Plus tard, j'ai compris comment ils avaient réussi à entrer. Le code de la serrure n'était pas aussi sûr que je le pensais. Au début, j'avais utilisé la date d'anniversaire de ma mère et quand j'ai décidé de le changer, pour ne pas trop y penser, je l'avais simplement remplacé par le mien. Un changement évident, prévisible. Ma mère n'a eu qu'à essayer des dates familiales jusqu'à trouver la bonne, et elle l'a fait. C'était une erreur de ma part que je ne referai plus. Pierre était sur le trottoir, les bras croisés. Il s'était placé près de la fin de l'allée dans une position stratégique. Quiconque essaierait de sortir devrait d'abord passer par lui. Je suis descendu de la voiture et j'ai marché directement vers la maison. Qu'est-ce que tu crois faire? Mon père n'a même pas levé les yeux. Il a continué à vérifier son porte-bloc comme si je n'étais pas là. Je récupère des biens familiaux. Continuez à charger, les gars. Posez mon canapé tout de suite, ai-je dit en haussant le ton. L'un des déménageurs a hésité. Mon père, sans le regarder, lui a crié de continuer. Avez-vous une décision de justice? Ai-je demandé. Elle est en cours. Donc, vous n'en avez aucune, ai-je répondu. Je me suis tourné vers les déménageurs. Si vous touchez à une seule chose de plus dans ma maison, je porte plainte à la gendarmerie pour tentative de vol et effraction, et votre entreprise perd sa licence. À vous de décider. L'homme a regardé mon père, puis moi, et enfin Pierre, qui s'était déjà approché suffisamment pour marquer sa présence. Il a hésité une seconde et a lâché son côté du canapé. Son collègue a fait de même. Sans dire un mot de plus, ils se sont tous les deux dirigés vers le camion. Ils sont montés dans la cabine, ont démarré le moteur et ont essayé de partir. Pierre s'est planté juste devant le véhicule. Immobile. Le chauffeur a klaxonné. Pierre n'a même pas bronché. Laisse-les partir, lui ai-je dit. Pierre s'est écarté sans hâte et le camion s'est éloigné. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin, le nom de l'entreprise, la plaque d'immatriculation et le tout filmé en vidéo. Alors, mon père s'est enfin tourné vers moi. Il avait le visage rouge de fureur. Il a dit que je faisais une grosse erreur, qu'il avait essayé de résoudre cela en privé comme une affaire de famille, mais que si je voulais le faire à la dure, il allait continuer. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les enregistrements des caméras de sécurité. 4 angles différents, tout était clair, l'entrée sans autorisation, la tentative de prendre mes affaires et son propre aveu qu'il n'avait aucune décision de justice, le tout sauvegardé dans le nuage. Tu veux continuer à menacer ou tu préfères partir avant que j'appelle la gendarmerie? Il est parti après ça, mais à peine 30 secondes plus tard, Clara est apparue. Elle devait attendre au coin de la rue, à épier la situation, car elle est entrée avec sa Mercedes directement sur la pelouse et a sauté de la voiture. Elle a vu le canapé toujours dans l'herbe. Elle a vu la voiture de notre père s'éloigner et a commencé à élever la voix. Elle m'a adressé des paroles blessantes et quand ma sœur se mettait en colère, elle avait un vocabulaire assez vaste. Ensuite, elle a été plus directe. Tu as manipulé grand-père quand il était mourant. Tu les as montés contre nous.
Je parie que tu as même réécrit le testament toi-même. Et c'est la personne qui n'est pas allée à l'enterrement de son grand-père qui dit ça. Tu étais à Bordeaux en train de faire la fête, ai-je répondu. Je n'ai pas pu trouver de train. Il y en avait 12 ce jour-là, Clara. J'ai vérifié. Elle s'est tue. Son visage s'est crispé pour se transformer en quelque chose de désagréable. Tu as toujours cru que tu étais meilleur que moi, le bon petit-fils, le fils parfait, et au final tu n'es qu'un chanceux. Elle m'a dit cela. Sors de ma propriété, tu as 10 secondes. Ou quoi? Ou j'appelle la gendarmerie pour violation de domicile. Je suis sûr qu'apparaître dans un rapport ne te ferait pas du tout plaisir. Les couleurs ont quitté son visage pendant un instant, puis elle s'est ressaisie. Elle a dit qu'elle allait me le faire regretter, qu'elle ruinerait ma réputation, qu'elle ferait en sorte que je n'ai plus jamais un seul jour de tranquillité. Je l'ai regardée calmement. Les gens qui comptent savent déjà parfaitement qui est qui dans tout ça. J'ai pointé du doigt autour d'elle. Regarde-toi. Tu es sur la pelouse d'une maison dont tu te moquais il y a 4 ans en train d'essayer de prendre des meubles à un frère à qui tu ne parles pas depuis 2 ans pendant que ta propre vie s'effondre. J'ai fait une pause. La seule réputation qui se détériore aujourd'hui, c'est la tienne. Elle n'a pas su quoi dire. Elle est restée là, la bouche entr'ouverte, cherchant des mots qui ne venaient pas. Finalement, elle s'est retournée, est montée dans sa voiture et est partie en faisant patiner ses pneus sur ma pelouse. Pierre l'a regardé partir. Puis il m'a regardé. C'est la famille la plus compliquée que j'ai vue de ma vie, m'a-t-il dit. Je l'ai remercié de m'avoir soutenu. Il a haussé les épaules. Les voisins sont là pour ça. Et il est retourné à sa Citroën comme si de rien n'était. À l'intérieur de la maison, les dégâts étaient évidents. Les déménageurs avaient rayé le parquet. 6 mois de travail gâchés en 20 minutes. J'ai passé le reste de la nuit à poncer et à revernir. C'était mieux que de penser à ce que ma famille était devenue ou à ce qu'elle avait peut-être toujours été. 2 semaines après l'incident du camion de déménagement, Quentin m'a appelé avec des nouvelles. Il avait enquêté parce que quelque chose ne collait pas dans l'histoire de ma sœur. Elle prétendait être fauchée, noyée sous les dettes, incapable de payer son loyer, mais elle conduisait une Mercedes neuve. Elle voyageait dans des endroits qui n'étaient pas du tout bon marché et portait des vêtements de marque. Alors il a commencé à tirer sur le fil, appel, registre public, contact. Et ce qu'il a découvert a tout changé. Clara n'était pas fauchée, elle était mariée. Elle s'était mariée 14 mois plus tôt lors d'une cérémonie discrète à la mairie du département de l'Isère, sans annonce, sans célébration, sans que personne ne le sache, à l'exception de 2 personnes, mes parents. Ils avaient été les seuls témoins. Ils savaient tout depuis le début. Le mari était Édouard de Montclair, issu d'une famille possédant une importante société de promotion immobilière dans la région lyonnaise. De l'argent sérieux, mais ce n'était pas si simple. Les revenus d'Édouard provenaient d'un patrimoine familial qui le payait mensuellement et cet argent était assorti de conditions très claires. S'il se mariait sans l'approbation de sa famille, ses revenus étaient réduits et si sa femme possédait des actifs importants ou provenait d'une famille fortunée, il pouvait tout perdre. De plus, ce patrimoine était révisé chaque année, non seulement pour lui, mais aussi pour sa femme. Tout s'est alors mis en place. Clara avait monté un mensonge de toutes pièces pour entrer dans cette famille. Elle leur avait fait croire qu'elle venait de nulle part, que nos parents survivaient à peine avec leur entreprise d'assurance, qu'il n'y avait pas d'héritage, ni d'argent, ni de soutien. Elle est même allée jusqu'à insinuer des problèmes de santé chez ma mère pour renforcer son histoire. Elle s'était vendue comme quelqu'un qui avait réussi toute seule. Rien de tout cela n'était vrai. L'agence de mon père était rentable. Ma mère allait parfaitement bien et elle avait déjà dépensé 90 000 € d'héritage sans aucun contrôle. Elle n'était pas désespérée. Elle cachait quelque chose et c'est là que tout a pris sens. Elle ne voulait pas de la maison, elle voulait l'argent, mais sans laisser de traces. Elle avait besoin d'argent liquide qui n'apparaîtrait dans aucun registre, impossible à tracer lorsque les avocats du patrimoine examineraient ses finances. C'est pourquoi ils voulaient que je contracte un prêt. C'est pourquoi ils insistaient pour que je le lui remette directement. Ainsi, elle pouvait l'utiliser sans que cela ne figure à son nom, sans éveiller les soupçons et sans mettre en péril l'argent qu'elle recevait de son mari. Ce n'était pas un besoin, c'était la couverture d'un mensonge. Si cet argent était mis en lumière, toute son histoire s'effondrait.
Il n'a jamais été question de justice familiale ni de respecter la volonté de mes grands-parents. Il s'agissait d'une situation de fraude et mes parents en faisaient partie. Ils avaient assisté au mariage. Ils avaient menti sur notre situation financière et essayaient de me forcer à y participer à mon insu. Je suis resté un long moment à assimiler tout ça. J'ai pensé à les appeler, à les confronter, mais je savais exactement comment ça se terminerait. Ils le nieraient, le déformeraient, en feraient ma faute. J'ai donc fait la seule chose logique. J'ai appelé Laure, je lui ai expliqué tout ce que Quentin avait découvert et je lui ai demandé si nous pouvions l'utiliser. Elle a pris un moment avant de répondre, mais quand elle l'a fait, elle a été claire. Cela changeait complètement le dossier. Si ma sœur invoquait des difficultés financières pour justifier sa plainte, elle devrait le prouver sous serment. Et si elle mentait sur sa situation réelle ou son état civil, ce n'était plus seulement une stratégie, c'était un problème grave. En moins d'une semaine, Laure a déposé une requête pour exiger la divulgation financière complète, compte bancaire, carte, actifs, tout. L'avocat de ma famille a essayé de la bloquer, mais Laure a démonté chacun de ses arguments. Le juge a accédé à la demande et a fixé une audition. L'audition a été programmée un jeudi matin dans le cabinet de Laure. Ce n'était pas un procès, mais un entretien formel sous serment où tout était enregistré pour être utilisé plus tard devant le juge. L'avocat de Clara semblait dépassé et le savait. Mon père et Clara y ont assisté, pas ma mère. Je suis resté dans un coin de la salle de conférence à observer. Laure a commencé par des questions simples. Situation de vie, revenus, dépenses mensuelles. Elle l'a laissé parler. Clara a raconté son histoire avec aisance, qu'elle pouvait à peine payer son loyer, qu'elle était en retard sur ses cartes de crédit, qu'elle vivait sous une pression constante pendant que son frère profitait d'une belle maison. Elle jouait bien son rôle, trop bien. Sa voix se brisait au bon moment. Ses yeux s'embuaient quand ça l'arrangeait. Elle répétait ce rôle depuis longtemps. Puis, Laure a changé de cap, elle l'a interrogé sur son état civil. Pendant une seconde, Clara s'est crispée. À peine un geste, mais suffisant. Laure n'a rien ajouté, elle a simplement sorti l'acte de mariage et l'a posé sur la table. Le silence a fait le reste. Clara a regardé son avocat, puis mon père. Elle n'avait pas d'issue, elle a admis qu'elle était mariée. Elle a essayé de justifier cela comme une affaire privée, quelque chose sans importance pour le dossier. Laure n'a pas discuté, elle a simplement avancé. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Elle est passée aux revenus de son mari, au patrimoine familial, aux distributions mensuelles, aux conditions, aux révisions financières. L'avocat de Clara a essayé de freiner la série de questions en affirmant que cela n'avait rien à voir. Laure ne s'est pas arrêtée. Elle a souligné que si Clara invoquait des difficultés financières, toute source de soutien financier était directement pertinente. Elle l'a fait noter au procès-verbal. Il y avait des bases légales claires qui soutenaient cette position et l'avocat de Clara le savait. Clara a dû répondre. Elle a essayé d'être ambiguë, ça n'a pas marché. Laure l'a peu à peu coincée, l'obligeant à être précise. Édouard recevait environ 7 000 € par mois. Clara n'avait pas un accès direct à l'argent, mais elle vivait dans une propriété payée par lui et conduisait un véhicule couvert par ses fonds. Quand Laure l'a interrogée sur ses dépenses personnelles, Clara a hésité. Elle a mentionné des dettes de cartes de crédit antérieures au mariage. Laure lui a demandé des chiffres. Clara a dit qu'elle ne s'en souvenait pas exactement. Alors, Laure a sorti les formulaires de divulgation financière que Clara avait soumis avec la plainte initiale, des documents légaux dans lesquels elle avait déclaré, sous serment et avec l'obligation de dire la vérité, qu'elle avait 61 000 € de dettes de carte de crédit et aucun actif ni revenu significatif. Elle lui a demandé si ces chiffres étaient toujours exacts. Clara a regardé son avocat. Il a hoché la tête. Elle a dit que oui. Laure n'a pas répondu immédiatement. Elle a ouvert un dossier et l'a glissé sur la table. À l'intérieur se trouvaient des relevés de cartes, des registres bancaires et des documents obtenus par le biais de citations à comparaître auprès de plusieurs institutions financières. Les chiffres racontaient une autre histoire. 3 jours après le mariage, Édouard avait payé 41 000 € de la dette de Clara en guise de cadeau. Le solde restant était de 12 000 €. Ce n'était pas rien, mais c'était très loin de quelqu'un noyé sous les dettes et ce n'était pas tout. Les registres montraient également des dépôts mensuels sur son compte personnel provenant d'un compte conjoint avec Édouard, entre 1 000 et 2 000 € par mois,
pendant plus d'1 an. De l'argent régulier, de l'argent non déclaré. À ce moment-là, le récit de la pauvreté ne tenait plus. Laure a été directe. Elle lui a demandé d'expliquer pourquoi elle avait déclaré une dette de 61 000 € alors que le montant réel était bien inférieur. Elle lui a également demandé pourquoi elle avait omis son mariage, les revenus de son mari et l'existence de ce compte conjoint. L'avocat de Clara a demandé une suspension de séance. Ils sont restés dehors pendant plus d'1 heure. À leur retour, tout avait changé. Clara paraissait abattue, sans aucune trace de l'assurance qu'elle avait montrée auparavant. Son avocat évitait de nous regarder. Mon père restait raide et silencieux. Puis est venue la reddition. L'avocat a annoncé qu'il retirait toutes les réclamations, clôturant la plainte de façon définitive, ce qui signifiait qu'il ne pourrait pas la déposer à nouveau. Sans condition, sans négociation. En échange, il a demandé qu'aucune action pour fausse déclaration ne soit engagée. Laure m'a regardé. J'y ai réfléchi un instant. Je veux des excuses écrites, ai-je dit, signées par tous les trois, admettant que vous avez fait de fausses déclarations et que vous avez essayé de m'escroquer. Mon père a réagi instantanément. Absolument pas, jamais. Laure l'a interrompu sans élever la voix. Elle lui a clairement expliqué, point par point, ce qui s'était passé. Il avait menti sous serment dans une procédure judiciaire, il avait participé à une fraude et il avait essayé de s'approprier des biens en présence de témoins. Elle lui a également expliqué ce qui pourrait arriver si tout cela arrivait devant un juge, car cette audition, bien qu'elle ne soit pas un procès, avait le même poids. Elle n'a pas haussé le ton, ce n'était pas nécessaire. Le silence qui a suivi a suffi. Mon père a changé d'expression plusieurs fois avant de céder. Il a demandé le document. Ils ont signé sans discuter. Mon père est sorti sans me regarder. Clara, par contre, s'est arrêtée à la porte. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Je ne te pardonnerai jamais. Je l'ai regardé. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Elle a claqué la porte. La semaine suivante, j'ai demandé une mesure d'éloignement. Avec toute la documentation accumulée, le processus a été rapide. Laure s'est occupée de tout. L'audience a duré moins d'1 heure. Le juge a accordé une ordonnance de protection complète. Mon père, ma mère et ma sœur ne pouvaient pas s'approcher à moins de 500 mètres de moi ou de ma propriété. Ils ne pouvaient pas non plus me contacter par aucun moyen ni le faire par l'intermédiaire de tiers. Toute violation entraînerait des poursuites immédiates. Ils ne l'ont pas violée. Au lieu de cela, ils se sont effondrés. Quentin me tenait au courant. Pour lui, tout cela était presque un spectacle. L'agence d'assurance de mon père a commencé à en pâtir lorsque la nouvelle de l'ordonnance de protection a commencé à circuler. Dans une ville comme Vienne, ce genre de choses ne tarde pas à se savoir, et quand les gens ont commencé à apprendre que son propre fils avait dû recourir à la justice pour se protéger de sa famille, les questions ont commencé. Mon père a perdu 3 de ses clients les plus importants en moins de 4 mois. Il a dû licencier 2 employés et déménager dans un bureau plus petit. Il a même cessé d'être le bienvenu au club où il avait l'habitude d'aller. Une réputation construite sur 30 ans s'est effondrée en l'espace de quelques mois. Ma mère a cessé d'assister aux réunions de son club de jardinage. Trop de regards, trop de silence gêné quand elle entrait. Elle a commencé à dire que j'avais été manipulé par une petite amie qui m'avait monté contre la famille. Ce qui est drôle, c'est que je n'avais même pas de petite amie. Le mariage de Clara n'a duré que 8 mois de plus. La famille de son mari a fini par découvrir toute la vérité, les mensonges sur ses origines, les dettes cachées et la tentative de m'extorquer de l'argent en secret. Un des avocats a trouvé les excuses signées lors d'un examen des documents et cela a fini par tout détruire. Le contrat de mariage comportait une clause en cas de fraude. Quand ils l'ont appliquée, Clara s'est retrouvée sans rien, juste ses vêtements et le peu qu'elle a réussi à mettre dans sa voiture. Les dernières nouvelles que Quentin a eues, c'est qu'elle vivait dans un petit appartement et travaillait dans la gestion immobilière. Fini la Mercedes, fini les voyages, fini la vie de luxe. Au final, ma famille a fini par récolter exactement ce qu'elle avait semé. Ils ont perdu le respect des autres, ils ont détruit ce qu'ils avaient construit et ils ont fini par porter le fardeau du rejet social qu'ils avaient eux-mêmes cherché. Ce qui leur est arrivé ensuite ne m'intéresse plus. Pierre, mon voisin, a fini de restaurer sa Citroën environ 6 mois après que tout soit résolu. Rouge cerise, avec des bandes blanches.
Un bijou. Parfois, il me laisse la conduire quand je l'aide chez lui. Madeleine continue de m'apporter de la tarte aux pommes à chaque fois qu'elle en prépare. Sans faire de bruit, ils sont devenus ceux qui se rapprochent le plus de la famille que j'ai aujourd'hui. Quentin descend me rendre visite toutes les quelques semaines. Nous faisons griller de la viande dans le jardin, nous parlons de la vie et il finit toujours par rire de tout ce qui s'est passé. Avoir un ami comme ça, de ceux qui restent quand tout se complique, vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. 2 mois après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de protection, j'ai adopté ma chienne Lila. C'est un croisé berger australien avec un œil bleu et l'autre marron. Il lui manque une partie de l'oreille gauche et c'est pourquoi elle était au refuge depuis des semaines sans que personne n'en veuille. Elle était assise en silence, me regardant avec un mélange de fatigue et d'espoir. Je l'ai emmenée le jour même. Cela s'est avéré être l'une des meilleures décisions de ma vie. Elle adore marcher, dormir sur le canapé et aboyer après les écureuils dans la cour. Elle m'attend toujours à la porte et commence à sauter dès que j'arrive. La maison est toujours debout, elle est toujours magnifique. L'année dernière, j'ai fait un potager dans l'arrière-cour, exactement au même endroit où ma grand-mère cultivait des tomates il y a 50 ans. J'ai trouvé de vieilles photos et je me suis rendu compte que l'emplacement, l'orientation au soleil et même les piquets en bois pour soutenir les plantes correspondaient exactement. J'aime à penser qu'elle serait fière. Parfois, j'imagine grand-père se promenant dans la maison, voyant qu'au final, j'ai réussi à sauver quelque chose qui en valait la peine. De temps en temps, je pense à mon ancienne famille et je me demande s'ils ont jamais compris ce qu'ils ont perdu. Pas l'argent, pas la maison. Moi. Je les aurais aidés s'ils m'avaient un jour traité comme si je comptais, mais ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont traité comme quelque chose qu'ils pouvaient utiliser. Et quand j'ai dit non, ils m'ont traité d'égoïste. Maintenant, je suis assis sur la véranda. Lila dort à mes pieds. Le soleil se couche lentement. Un voisin arrose la pelouse. Des enfants passent à vélo. Tout est calme. Enfin, la vie est paisible. Commentaire, je tenais à vous partager ce qui m'a profondément marqué dans cette histoire. Elle m'a rappelé combien il est essentiel de savoir poser ses limites avec clarté et respect. Protéger sa propre valeur n'est jamais de l'égoïsme, c'est une forme de responsabilité envers soi-même. Parfois, choisir la paix intérieure demande plus de courage que de continuer à lutter. J'espère sincèrement que vous prendrez un moment pour réfléchir à vos relations personnelles. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin d'établir des frontières plus saines? La guérison commence souvent au moment où l'on cesse d'accepter ce qui nous blesse. Soyez gentil avec les autres, mais ne sacrifiez jamais votre sérénité pour cela. Vous méritez une vie où vous vous sentez respecté et en paix avec vous-même. Merci d'être là et de cheminer avec moi à travers ces histoires qui nous font grandir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.